Voilà, mesdames, messieurs, bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir pour moi de vous accueillir ce matin pour cette dernière leçon, c'est déjà la dernière, du cours Le droit international des régions. Alors vous le voyez à l'écran, vous le savez puisque vous êtes venus, le droit international des régions, proposition post-impériale pour instituer un monde des régions. Alors comme je vous l'explique chaque semaine, et comme vous avez pu le voir en contemplant une dernière fois le programme du cours de cette année, le cours était articulé en deux parties, donc 2 x 2. Une première partie consacrée au droit international régional et une deuxième partie plus institutionnelle que j'ai dédiée au droit international des régions stricto sensu. Alors, pour mémoire, en effet, en droit international, ce qui est régional prend deux formes distinctes qui sont pourtant, à mon avis, liées l'une à l'autre, tant le droit et les institutions sont toujours mutuellement liés l'un à l'autre. Première forme que le régional prend en droit international, c'est le droit international régional, c'est-à-dire un droit international d'origine et d'application régionale qui spécifie, complète ou déroge au droit international universel et qui, plus généralement, je l'ai dit, participe constamment à son adoption et fait partie intégrante de l'interprétation du droit international universel dans un contexte régional. Mais le régional en droit international, c'est aussi les institutions régionales, c'est-à-dire les institutions qui adoptent, qui interprètent le droit international régional, comme les groupes régionaux ou les commissions régionales au sein d'organisations universelles, les tribunaux régionaux, ou encore, évidemment, nous en avons beaucoup parlé, nous en parlerons beaucoup ce matin, les organisations régionales. En fait, ces deux dimensions du droit international des régions sont les deux faces d'une même pièce. C'est parce que le droit international institue des régions qu'elles peuvent contribuer en retour à l'adoption du droit international régional par leurs procédures et institutions, et vice-versa. C'est parce que les régions participent à l'adoption du droit international régional qu'elles doivent être instituées pour se faire de manière légitime. Alors, comme je vous l'avais promis lors de la première leçon, cette dernière leçon va joindre ces deux entrées du cours en proposant le développement d'un droit international des régions comme une nouvelle dimension du droit international des institutions, qui est le thème de ma chaire, en plus du droit international des États et des organisations internationales universelles, et dès lors comme l'un des piliers juridiques de l'ordre institutionnel international à reconstruire. Alors, quelques mots d'introduction vont me permettre de vous expliquer pourquoi et comment. Alors, pour mémoire, il y a 2 semaines, j'ai défendu la réinstitution des organisations régionales en une troisième forme politique et institution du droit international public, plus à même d'instituer ce que j'ai appelé les communautés géopolitiques régionales, que les deux types d'institutions qui font d'ordinaire l'ordre institutionnel international contemporain. En effet, ces organisations régionales, qui sont pourtant politisées et territorialisées, d'où le terme communauté géopolitique régionale, et qui sont politisées et territorialisées, j'ajoute, partout dans le monde, sont aujourd'hui totalement écartelées. Elles ne trouvent pas leur place dans l'opposition binaire du droit international des institutions entre, d'une part, les États, qui sont aujourd'hui encore considérés comme les seules organisations politiques et territoriales, et d'autre part les organisations internationales qui sont considérées comme purement techniques et fonctionnelles. Et cette troisième forme politique à instituer en droit international, c'est, je vous l'ai annoncé et je l'ai défendu dans ma 4e leçon, la confédération régionale. Alors, comme vous vous en souvenez certainement, mon argument pour la confédération régionale est un argument républicain, fondé sur l'égalité souveraine des peuples des États des différentes régions du monde. Il s'agit en effet d'étendre la protection du droit international des institutions contre la domination de ces peuples par l'impérialisme régional, qui a pu se développer peu à peu à l'ombre de la Charte des Nations Unies et de son étatisme méthodologique. L'impérialisme régional des États-empires régionaux, comme la Chine, la Russie ou les États-Unis, qui, sous la forme d'États, ont repris des formes impérialistes, et celui des organisations régionales empires, derrière lesquelles ces États-empires se cachent,
comme par exemple la Shanghai Cooperation Organization pour la Chine, l'Union économique eurasiatique pour la Russie ou encore l'OTAN pour les États-Unis. Alors si l'État a été pensé puis institué depuis le XVIIIe siècle contre l'Empire, comme la forme politique qui permet précisément l'institution des peuples en plusieurs États égaux en droit international, et ce que garantit cet article que j'aime beaucoup, qui est le bien le plus précieux à mon avis de la Charte et dont je vous parlerai beaucoup aujourd'hui, eh bien si l'État a été pensé puis institué depuis le XVIIIe siècle comme la seule forme politique qui permet précisément l'institution des peuples en plusieurs États égaux en droit international, ces faiblesses contemporaines que je viens de vous rappeler doivent nous amener à penser et instituer une institution à une forme politique supplémentaire de ces mêmes peuples contre ce nouvel impérialisme régional. Cette fois-ci, ce sont les confédérations régionales qu'il faut instituer autour des États pour mieux protéger l'égalité souveraine de leur peuple contre la domination des États-empires et organisations-empires qui se développent désormais sur le plan régional. La proposition que j'ai articulée d'une nouvelle institution régionale de droit international s'insère donc, vous le voyez, dans la continuité de la garantie de l'égalité tant des peuples que de la personne humaine de la Charte des Nations Unies. Égalité des peuples qui est rappelée dans le préambule de la Charte des Nations Unies, nous, peuples des Nations Unies, résolus à proclamer notre foi dans l'égalité des nations, grandes et petites, et l'égalité des personnes humaines et des peuples, ici rappelés encore une fois à l'article 1, paragraphe 2 de la Charte. Donc, la proposition que j'ai articulée de cette nouvelle institution régionale s'insère dans la continuité, la garantie de l'égalité des peuples de la Charte des Nations Unies, une égalité, je l'ai dit, qui est, à mon avis, le bien le plus précieux de la Charte et qui doit être défendu à tout prix. C'est pour ça que je n'ai pas beaucoup de patience, vous allez le voir aujourd'hui, avec ceux qui proposent simplement de recommencer à zéro, sans essayer de conserver quelques éléments de la Charte, dont cette garantie absolument inouïe de l'égalité des peuples. Il s'agit dès lors d'une réforme et d'une reconstruction à faire de l'intérieur, plutôt que d'un rejet et d'une révolution totale de l'ordre institutionnel international contemporain. Il ne s'agit pas, en effet, d'instituer la confédération régionale contre l'État, mais de réinstituer le peuple de chaque État une deuxième fois, et par là de renforcer son égalité souveraine dans cet ordre institutionnel interétatique, à l'ombre duquel, dans les interstices duquel, l'impérialisme est réapparu sous une forme étatique et interétatique. Il ne s'agit pas non plus de remplacer les organisations internationales universelles, qu'il faudrait au contraire, je vous l'expliquerai, réinstituer en même temps, comme cadre institutionnel universel de ce que j'ai appelé, depuis le début du cours de cette année, à la suite du livre de Peter Katzenstein, Le monde des régions et de leurs États. Alors évidemment, mon argument est légèrement différent, mais le titre de son livre, A World of Regions, Le monde des régions, je pense, est très parlant. Alors précisément, si j'ai expliqué jusqu'ici comment le droit international des institutions pourrait s'enrichir d'une troisième institution, la Confédération régionale, au sein de chaque région du monde, y compris en Europe avec la confédéralisation de l'Union européenne, c'est ce que j'ai défendu la semaine dernière, j'aimerais ce matin, dans cette dernière leçon, passer d'un argument pour la réinstitution de l'égalité souveraine des peuples de l'intérieur de chaque région à un argument pour cette réinstitution de l'extérieur et entre régions du monde. Il s'agira en effet d'une part de situer la Confédération régionale au sein du droit international des institutions plus généralement, dans un cadre institutionnel international qui doit pouvoir l'organiser et la garantir de façon égalitaire aux autres, comme il l'a fait pour l'État, à l'article 2, paragraphe 1 de la Charte, en 1945. Il s'agira ensuite et d'autre part d'articuler la Confédération régionale aux deux autres institutions du droit international, que sont l'État et l'Organisation internationale universelle, au sein du droit international des institutions. En effet, comme je l'ai conclu à la fin de mon panorama historique de la première leçon, le développement des ordres régionaux impérialistes à l'ombre de la Charte ne menace pas que l'égalité des États et de leurs peuples au sein de chacun de ces ordres régionaux, il menace aussi l'ordre institutionnel international dans son ensemble. Ce que l'histoire cyclique, vous vous rappelez, il y a eu des cycles,
des organisations régionales en droit international, et ce que leur retour en force au début du XXIe siècle révèle, c'est que l'absence de statut juridique commun et égalitaire de l'organisation régionale en droit international des institutions a permis à quelques États-empires régionaux, quelques organisations empires sur lesquelles règnent ces États, de saper très vite tous les efforts de construction institutionnelle universelle. Et cette absence de statut commun égalitaire des organisations régionales en droit international des institutions menace dès lors les conditions mêmes d'un multilatéralisme égalitaire au sein de l'Organisation des Nations Unies et au-delà. Dans cette leçon finale, je vous propose donc d'articuler différentes propositions post-impériales pour mieux instituer les régions en droit international des institutions en général et organiser juridiquement ce niveau géopolitique entre l'État et les organisations internationales universelles que les juristes ont trop longtemps négligé d'organiser de manière égalitaire à une échelle mondiale. Ce n'est en effet qu'à la condition d'un tel ordre ou monde des régions que l'égalité de souveraineté des peuples des États de ces régions pourra être protégée et que la tentation impérialiste pourra être jugulée. Alors mon argument dans cette leçon, il n'y a jamais le même nombre de parties, mais mon argument dans cette leçon se dépliera en 4 temps qui seront autant de parties. Alors premièrement, je vous rappellerai pourquoi il est important de passer du droit interne de chaque organisation régionale aujourd'hui a du droit interne, à un droit international de la Confédération régionale qui permette de l'instituer comme une nouvelle forme politique sur le plan universel. Dans une deuxième partie, je vous parlerai beaucoup plus précisément de ce droit international d'institution de la Confédération régionale en tant que droit à la fois de garantie et de contrainte, et surtout de son cadre institutionnel universel qui doit être réinstitué en une organisation des nations et des régions unies. Ce ne sera plus l'ONU, ce sera l'ONRU. Une troisième partie de la leçon sera consacrée au rapport entre la Confédération régionale et les États confédérés, puis entre confédérations régionales. Et enfin, dans une quatrième et dernière partie, je reviendrai à l'ONRU, à l'Organisation des Nations et Régions Unies, pour traiter des rapports entre l'Organisation internationale universelle et les organisations régionales qui, jusqu'ici, ont malheureusement été traitées de façon beaucoup trop pragmatique, très peu juridique, et de toute façon d'une manière très inégalitaire dans la Charte des Nations Unies, et qu'il faut donc rapidement réorganiser. Alors, premier point, du droit interne des organisations régionales au droit international de la Confédération régionale. Ici, j'aimerais faire 2 choses. D'abord, vous rappeler pourquoi j'ai proposé de passer aujourd'hui, en 2025, du droit interne des différentes organisations régionales au droit international de la Confédération régionale, avant de m'appesantir ensuite sur la question de la méthode, c'est-à-dire du comment, parce que c'est finalement la grande question. Alors, premier point, pourquoi instituer aujourd'hui la Confédération régionale en droit international ? Ce cours aura été consacré au droit international régional et au monde post-impérial que ce droit pourrait contribuer à réinstituer après de nombreuses occasions manquées au cours du XXe siècle. Certes, et je l'ai rappelé très régulièrement, la question de la régionalisation du droit international, mais aussi plus tard des organisations régionales, est aussi ancienne que le droit international, et pour les organisations régionales, elle date désormais d'au moins un siècle et demi. Je vous ai même montré que cette question des organisations régionales en droit international aura été cyclique, puisque l'on voit, en fonction des périodes, et ici depuis 1945, comment, en fonction des régions, ces organisations vont se régionaliser et se re-régionaliser. De toutes les propositions institutionnelles qui ont été avancées depuis le début du XIXe siècle, et puis surtout depuis le début du XXe siècle, afin de donner aux régions une place à part entière en droit international des institutions, aucune n'aura été couronnée de succès. Les organisations régionales sont restées des organisations internationales. Comme les historiens le révèlent, pourtant, et je vous ai déjà montré
ces deux ouvrages très intéressants, et il y en a d'autres, parce qu'aujourd'hui il y a un vrai intérêt des historiens pour cette question, de nombreuses propositions de nouvelles institutions régionales ou interrégionales ont été avancées dans l'entre-deux-guerres et dans l'immédiate après-guerre. En fait, même durant la négociation de la Charte des Nations Unies, les projets d'institutions régionales au sein de la Charte ou en marge de la Charte ont fleuri, mais sans jamais emporter la conviction de la majorité des États. Et pourtant, ces différents projets d'institutions internationales communes et donc égalitaires des régions qui ont été explorés au moment de la chute des empires et juste avant la mise en place du pavage étatique mondial par la Charte des Nations Unies, tous ces projets avaient saisi quelque chose d'essentiel à mon avis, c'est-à-dire l'importance de ne pas instituer que les peuples et la forme politique étatique et de ne pas laisser les relations internationales à ce qu'on appelait à l'époque l'internationalisme. Tous ces projets et tous les auteurs derrière ces projets, des gens comme vous et moi, insistaient sur la nécessité d'instituer aussi, et tout de suite, une forme additionnelle d'organisation politique et territoriale autour et entre ces peuples. Une forme politique qui d'ailleurs avait existé de tout temps, la région. Par l'institution d'ordres régionaux autour de ces États, il s'agissait, dans ces projets, de brider et de domestiquer le nationalisme à l'intérieur des États d'une part. Mais d'autre part, beaucoup de ces projets partageaient aussi une ambition anti-impérialiste, ou du moins post-impérialiste, à l'extérieur, dans les relations entre ces États. En fait, sauf exception, comme ce fut le cas tout de suite en Europe, et c'est ce que j'ai rappelé la semaine dernière en vous rappelant comment l'Union européenne, ou l'ancêtre de l'Union européenne, a permis de domestiquer les États à l'intérieur et leurs relations entre États membres de l'Union européenne. Donc, sauf exception, comme l'Union européenne, ces différents projets, à l'époque, doivent leur échec aux forces mêmes qu'ils cherchaient à dompter par l'institution des régions autour de ces États. Ils doivent leur échec, d'une part, au nationalisme, qui aura eu raison des contraintes égalitaires posées par ces ordres régionaux à l'intérieur de chaque État, et ils doivent leur échec à l'impérialisme, qui aura eu raison des contraintes égalitaires posées par ces ordres régionaux dans les relations entre États. Et pourtant, je suis d'opinion, de l'avis, que les peuples de ces régions tiennent peut-être désormais leur revanche politique. Aujourd'hui, en effet, et depuis le tournant du millénaire, comme je l'ai expliqué dans la première leçon et comme je l'ai résumé ici dans cette liste des organisations régionales qui existent dans toutes les régions du monde, chaque peuple, aujourd'hui, dans le monde, dispose d'au moins une forme d'organisation régionale au-delà de son État. C'est ce que j'ai appelé l'universalisation de la régionalisation. Chaque peuple dans le monde dispose d'au moins une forme d'organisation régionale à compétence quasi générale. C'est ce que j'ai appelé la généralisation de la régionalisation. Et chaque peuple dans le monde dispose d'au moins une forme d'organisation régionale dite intégrée ou autonome, c'est-à-dire qui peut adopter du droit, et c'est ce que j'ai appelé l'approfondissement de la régionalisation. Alors, comme le concluait à juste titre mon collègue politologue Andrew Harrow en 2007 déjà, donc il y a près de 20 ans, le principe de l'autodétermination régionale des peuples pourrait jouer, ni plus ni moins, le rôle de celui de l'autodétermination nationale pour la légitimité politique internationale au XXe siècle. L'institution de la région en droit international pourrait en effet contribuer à la légitimité du droit international sur deux plans, à mon avis. Elle pourrait contribuer tout d'abord à la plus grande légitimité politique des États membres de ces régions et à la légitimité politique des ordres régionaux. C'est ce que j'ai appelé la légitimité interne aux ordres régionaux. En effet, instituer la région en droit international pourrait domestiquer ces États membres et ces ordres régionaux en garantissant l'égalité des droits de leurs peuples et citoyens à l'intérieur des États et l'égalité des États de ces régions entre eux. Mais d'autre part, l'institution d'ordres régionaux pourrait aussi contribuer à ce que j'ai appelé la légitimité externe aux ordres régionaux, c'est-à-dire elle pourrait contribuer à la légitimation politique de l'ordre institutionnel international dans son ensemble. En effet, elle pourrait garantir à la fois l'égalité des États membres entre régions,
et l'égalité de toutes les organisations régionales entre elles dans les procédures d'adoption du droit international au sein des organisations internationales universelles. En somme, l'institution en droit international des organisations régionales en une nouvelle forme politique de droit international et la réorganisation de l'ordre institutionnel international autour de cette nouvelle institution qui elle-même s'insérerait autour des États pourrait marquer une nouvelle ère de la légitimité politique du droit international. Il s'agit donc désormais d'instituer ces organisations régionales de manière commune et égalitaire en droit international universel pour en assurer la légitimité interne et la légitimité externe et dès lors garantir rien de moins, encore une fois, que l'égalité des personnes humaines et des peuples, l'égalité des États membres de ces organisations régionales et l'égalité des organisations régionales entre elles dans le monde, parce que toutes ces égalités sont transitives et reliées les unes aux autres. C'est un tel argument qu'appelait de ses voeux ma collègue Anne Hofeld en 2021, à l'issue de sa démonstration historique de la tendance impérialiste des ordres régionaux depuis 1945 et de ce qu'elle a dénoncé comme étant la complicité des juristes à ces projets impérialistes. Et c'est donc un tel argument que j'ai proposé dans un article paru en 2024 en anglais, dont je vous mets la référence ici, et je vais poursuivre la présentation de mes thèses de cet article ce matin, en français, enrichi de nouveaux arguments relatifs au cadre institutionnel international général qui est nécessaire à la mise en place de ce monde des régions. Comme je l'ai expliqué dans la 4e leçon, l'argument que j'ai défendu depuis 6 semaines maintenant requiert de remettre en cause l'opposition binaire entre États et organisations internationales en droit international des institutions. Et pour parvenir à le faire, et pour émanciper dès lors les organisations régionales de leur spécificité de droit interne, il faut être prête à critiquer la réduction de toute forme d'organisation politique territorialisée à l'État et l'assimilation de toutes les organisations internationales au pluriel, car elles ne sont pas encore instituées de manière commune et générale en droit international, à de purs instruments fonctionnels et spatiaux, et donc à de purs instruments apolitiques et déterritorialisés. La résistance que rencontre ce type d'argument est immense, dans la mesure où cette opposition est habituellement présentée comme une opposition conceptuelle et donc indépassable de la pensée juridique internationale. Vous avez ici un rappel de cette opposition. Et pour interrompre ce cycle de référence constante à cette opposition conceptuelle et indépassable, il aura fallu faire 2 choses. D'une part, révéler la dimension politique et donc normative de la question institutionnelle en droit international, c'est ce que j'espère vous avoir démontré, et d'autre part, décentrer les différents éléments de la légitimité politique du droit international en les rendant moins exclusives à l'État, et c'est aussi ce que j'espère avoir réussi à faire pour la souveraineté et la représentation démocratique internationale que j'ai décollée dans la 4e et 5e leçon de l'État. Et pour cela, vous vous en souvenez, j'ai décidé de procéder en 2 temps. Premièrement, sur un plan interne, j'ai défendu la thèse dans la 4e leçon, selon laquelle instituer une 3e institution et forme politique du droit international, la Confédération régionale, permettrait de mieux protéger l'égalité souveraine des peuples dans chaque État et ensuite entre États au sein de chaque région. L'interprétation que j'ai défendue se fonde sur la garantie juridique de l'égalité souveraine de la Charte des Nations Unies, mais elle va plus loin sur le plan institutionnel en rattachant cette égalité souveraine au peuple directement et en la rendant par là non exclusive à l'État. À chaque fois qu'un peuple est réinstitué, se réinstitue politiquement dans une nouvelle institution, eh bien son égalité souveraine le suit et elle doit être décollée de son exclusivité à l'État. Mais deuxièmement, sur un plan externe ensuite, j'ai commencé, et je vais terminer ce matin, à défendre l'idée qu'instituer la Confédération régionale en la séparant des autres organisations internationales permettrait par la même occasion de réinstituer ces organisations sur un plan politique. Il s'agit en effet d'instituer enfin l'Organisation internationale universelle au singulier
comme deuxième institution du droit international et deuxième forme politique, non territorialisée, au lieu de la catégorie actuelle, fourre-tout, apolitique, des organisations internationales au pluriel. Ce n'est que dans le cadre d'une telle organisation internationale universelle, vous allez le comprendre, que les peuples du monde peuvent s'instituer, se réinstituer en de multiples institutions publiques, et notamment en États et confédérations régionales. C'est en effet par le biais du traité constitutif d'une telle organisation, que j'appellerai, je vous l'ai dit, l'Organisation des Nations et Régions Unies, que ces peuples peuvent convenir d'un statut égalitaire et universel de ces deux institutions. Alors, au vu de la crise actuelle de légitimité des organisations internationales et de l'ONU, cet argument permet de jeter les bases de la réorganisation du droit international des institutions dans son ensemble et de l'articulation de trois formes politiques et institutions publiques des peuples du monde, État, Organisation internationale universelle et Confédération régionale. C'est ce deuxième argument que je vous propose de poursuivre et de clore ce matin. C'est une bonne manière, me semble-t-il, de célébrer ce que personne ne semble vouloir célébrer cette année. C'est le 80e anniversaire de la Charte des Nations Unies que nous allons célébrer cette année. Et donc célébrer un anniversaire en commençant par apprécier ce qu'il y a dans l'Organisation des Nations Unies et dans la Charte des Nations Unies et organiser sa reconstruction, il me semble qu'il n'y a pas plus bel hommage. Alors, deuxième point, comment instituer cette confédération régionale en droit international? Alors, l'argument que je vous propose, il est non seulement d'une actualité pratique et académique brûlante, ça vous l'avez compris. Son traitement de droit international aura aussi et sera aussi, je l'espère, en tant que juriste soucieuse de toujours révéler les leviers qu'offre le droit international, son traitement aura été et sera, je l'espère, un antidote, pas à la mélancolie, mais un antidote au réalisme défaitiste ambiant. Comme je l'ai rappelé la semaine dernière, ce cours est un cours de droit. C'est un cours de droit international et non pas de relations internationales. À ce titre, ce cours ne vise pas simplement à décrire, ou pire, à prédire les relations internationales de manière réaliste. Il vise au contraire à interpréter, à justifier le droit international qui les organise, et quand cela ne peut pas être le cas, parce qu'on ne peut pas justifier l'injustifiable, eh bien, il vise à prescrire pour réformer, ou du moins à reconstruire de l'intérieur. Il ne s'agit donc pour moi ni uniquement de décrire la pratique contemporaine du droit international des régions sans pouvoir la critiquer, ni uniquement d'en proposer une réforme idéale ou idéaliste qui soit déconnectée de ce que le droit existant permet. Comme je l'ai expliqué ailleurs, en effet, en tant que pratique sociale normative, le droit et sa théorie sont toujours à la fois idéalistes et réalistes. Ils ne sont jamais uniquement l'un ou l'autre. Et mon rôle de théoricienne du droit international est de réfléchir à des interprétations du droit existant qui permettraient de mieux le justifier, voire de le réformer pour qu'il le soit. Ces interprétations seront ensuite à la disposition de celles et ceux qui seront à même un jour de faire advenir de telles interprétations et de telles réformes en pratique. Ces interprétations sont à la disposition des diplomates qui négocieront peut-être la nouvelle charte de l'Organisation des Nations et Régions Unies que je vais défendre ce matin. Alors bien sûr, et c'est en cela que nous ne sommes pas des théoriciens de l'utopie, la question de la faisabilité des réformes et des interprétations proposées se pose même pour les juristes. Mais il me semble en l'occurrence que cette faisabilité est donnée. Comme Damien Chalmers, je considère que les régions sont devenues aujourd'hui l'un des creusets du renouveau de l'ordre institutionnel international qui sera multiple ou qui ne sera pas. Alors certes, le monde des 193 États membres des Nations Unies d'aujourd'hui n'est plus le monde de la poignée de puissance européenne qui a permis à la forme politique de l'État d'être instituée contre l'Empire entre les XVIIIe et XXe siècles.
Le monde des 193 États membres des Nations Unies d'aujourd'hui n'est pas non plus le monde des 50 États fondateurs des Nations Unies en 1945. Il est plus complexe. Mais à la différence de 1945, les États sont déjà institués en droit international et leur égalité souveraine est déjà garantie par l'article 2, paragraphe 1 de la Charte des Nations Unies. Il s'agit donc simplement de poursuivre une construction institutionnelle existante, une construction, je vous rappelle, qui nous lie, et ce pour renforcer la protection d'un intérêt fondamental que nous partageons tous, petits ou grands, la protection de l'égalité souveraine des peuples. Et je vous rappelle ici le préambule de la Charte des Nations Unies qui rappelle précisément l'importance pour tous, puissants, non puissants, petits, grands, riches ou pauvres, de protéger cet intérêt qui est l'égalité souveraine des peuples. Par ailleurs, les organisations régionales que je vous propose d'instituer en confédération régionale, je vous l'ai prouvé, existent déjà. Elles existent déjà partout dans le monde. Et les peuples de toutes ces régions bénéficient donc au moins d'une organisation régionale à réinstituer en commun sur le plan international. Enfin, la menace que posent les États-empires et les organisations empires au sein de ces régions est la même aujourd'hui pour tous les peuples et pour tous les États de toutes ces régions. Mais dans tous les cas, et sur un plan plus corporatif, plus professionnel, plus individuel cette fois-ci, les juristes internationalistes ne peuvent plus se permettre, à mon avis, d'ignorer leur rôle, même passif, voire complice, dirait Anne Offord, dans l'institution géopolitique des organisations régionales. Nous, juristes des organisations internationales, nous nous sommes assez lavé les mains de cette question. Dans la mesure où le droit international contribue déjà tous les jours à l'organisation des organisations régionales, y compris, je l'ai dit, à leur universalisation, à leur généralisation, à leur approfondissement récent, il devrait le faire aussi de manière à rendre ces organisations légitimes politiquement et à protéger l'égalité souveraine des peuples, et par là à contrer le développement régional d'États-empires ou d'organisations empires. En fait, même si beaucoup de mes collègues ont choisi de l'oublier, ce souci de légitimité politique dans l'organisation de l'ordre institutionnel international est déjà un souci qui animait nos prédécesseurs des XVIIe et XVIIIe siècles, lorsque ces juristes ont pensé l'État contre l'Empire, lorsque ces juristes ont organisé l'institution de l'État comme forme politique principale du droit international moderne. Lorsqu'ils l'ont fait parce qu'ils se fondaient sur sa meilleure légitimité politique. Ils l'ont fait contre l'Empire. C'était le cas notamment de mon compatriote, le neuchâtelois Aimère de Vatel, qui, je vous le rappelle ici à l'écran, avait déjà des mots très forts qui vous rappellent le préambule de la Charte des Nations Unies, en vous disant que l'égalité des États, eh bien, c'est qu'un nain est aussi bien un homme qu'un géant. Une petite république n'est pas moins un État souverain que le plus puissant des royaumes. Et personne aujourd'hui, parmi mes collègues, ne penserait à caractériser Vatel d'idéaliste ou de révolutionnaire. Et pourtant, quand il a écrit cela en 1758, je peux vous dire que la Charte des Nations Unies et l'égalité des États étaient bien à grande distance. Il s'agit donc, pour nous, d'aller un petit peu plus loin en complétant la protection institutionnelle de l'égalité politique des peuples par une nouvelle institution en plus de l'État, celle de la Confédération régionale. Alors, allons-y. Et je commence avec mon deuxième point, le droit international d'institution de la Confédération régionale. Je vous l'ai dit, c'est le travail des juristes internationalistes que d'instituer les confédérations régionales, comme ils l'ont fait pour les États entre les XVIIIe et XXe siècles. Donc c'est vraiment notre travail depuis des siècles, il s'agit simplement de faire un petit peu plus. Et c'est d'ailleurs
à l'élaboration d'un droit institutionnel commun des organisations régionales qu'appelait Laurence Boisson de Chajourne dans la dernière ligne de son cours spécial de l'Académie du droit international en 2012. Et c'est donc l'objet de cette première section que de commencer à y travailler. Je procéderai en deux temps. D'abord, je vais vous préciser l'articulation interne du droit international d'institution de la Confédération régionale. Et puis ensuite, dans une deuxième partie, je vous présenterai le rôle qui devrait revenir à la nouvelle Organisation des Nations et Régions Unies comme cadre institutionnel de l'égalité souveraine de la Confédération régionale. Donc, je vais vraiment procéder ici en deux temps. Je commence avec mon premier point, l'articulation interne au droit international d'institution de la Confédération régionale. Alors, je vous l'ai déjà expliqué, la Confédération régionale est en fait une forme politique ancienne. Elle a été abandonnée à un moment donné, mais à l'époque, elle instituait avant l'heure un espace géopolitique régional autour des peuples et de leurs institutions. Et elle le faisait bien avant l'émergence des premiers États. Plus particulièrement, la Confédération régionale était systématiquement opposée à l'époque à l'Empire. Donc il y avait deux formes politiques régionales concurrentes, l'Empire et la Confédération contre l'Empire. La Confédération régionale était opposée à l'Empire, soit à des fins de défense commune, soit à des fins de prospérité commune, en s'opposant à une politique impérialiste militaire d'un empire ou à une politique impérialiste économique d'un empire. Ça vous rappelle des choses. Comme l'Empire, en effet, la Confédération est une forme politique d'ampleur régionale dans la mesure où elle est une entité politique ternaire, instituée, qui comprend un centre et des périphéries, les États confédérés en l'occurrence, sans pour autant créer un nouvel État. Comme l'Empire, la Confédération rassemble les États hétérogènes, et comme lui, elle maintient une multiplicité de liens de citoyenneté entre ces États et leurs populations respectives. Mais contrairement à l'Empire, la Confédération garantit et protège l'égalité souveraine des États confédérés et les droits égaux des citoyens des États confédérés. Et c'est cette double garantie de l'égalité politique qui va de pair avec un régime démocratique, tant au niveau fédéral qu'au sein des États confédéraux. Alors, comme je l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises, si je préfère le terme confédération à celui de fédération, c'est précisément parce qu'il était utilisé autrefois, et notamment en Suisse et aux États-Unis, avant que ces confédérations ne deviennent des États fédéraux. Ce qui fait d'ailleurs qu'aujourd'hui, dans des États comme le mien, la Suisse, nous avons hérité d'un langage confédéral, nous avons hérité par exemple d'un concept de souveraineté des cantons dans le système confédéral, sans pouvoir bien faire entrer ce langage et ces concepts dans celui d'un État fédéral. Et cette survivance, le fait que ce langage, ces concepts survivent malgré tout, malgré le fait qu'on aimerait vraiment faire entrer ces ronds dans des carrés ou des carrés dans des ronds, me montre que la forme confédérale est une forme qui survit. Mais comme Olivier Beau, dans sa théorie de la fédération, je considère la confédération comme une forme politique fédérale distincte qui n'est ni un État ni une organisation internationale. J'aborde donc la confédération régionale comme lui, la fédération, en tant que troisième forme politique et institution distincte qui relève tant du droit interne à la confédération, en l'occurrence le droit du pacte confédéral de chaque confédération régionale à venir, que du droit international des institutions. Je ne choisis donc pas le terme confédération pour faire référence à l'opposition habituelle entre État fédéral et confédération d'États, et je n'utilise pas non plus le terme confédération pour faire référence à l'opposition entre droit national et droit international. Donc je voulais quand même le rappeler parce que c'est évidemment une opposition qui enferme tout le débat sur la question. Alors la dimension à la fois interne ou confédérale et externe ou internationale du droit et donc de l'institution de la confédération régionale se vérifie à mon avis dans ces trois dimensions juridiques qui s'articulent les unes aux autres comme les différentes couches d'un oignon.
celle du pacte confédéral d'abord, celle du statut de droit international commun de la Confédération ensuite, et enfin celle de la garantie d'égalité souveraine des confédérations régionales de la future Charte des Nations et Régions Unies. Et si vous vous y réfléchissez un petit peu, si vous ouvrez un peu vos horizons, c'est aussi ce qui vaut pour le droit et l'institution de l'État, qui se fondent toujours d'abord sur la Constitution étatique, mais aussi sur le statut de droit international commun de l'État, et enfin sur la garantie d'égalité souveraine des États de la Charte des Nations Unies. Premièrement donc le pacte confédéral. En réponse à l'objection selon laquelle le fédéralisme serait une question constitutionnelle qui relèverait du droit national et serait tout au plus une question d'organisation de l'État et pas une forme politique à part entière, et surtout pas une forme politique du droit international, je vous renvoie une nouvelle fois aux arguments contraires d'Olivier Beau en faveur du pacte fédératif. Mais ces arguments sont ici légèrement adaptés et complétés par des arguments de théorie du droit international public en faveur d'un pacte confédéral. Surtout, modifiés et adaptés, comme ils le seront ici, ils sont appliqués au droit des organisations régionales et à leur réinstitution de droit international en confédération régionale. Sur la nature juridique du pacte confédéral, premièrement, il me semble que les arguments d'Olivier Beau pour un pacte fédératif, qui relèverait tant du droit international que du droit international, s'appliquent fort bien aux traités constitutifs des organisations régionales qu'il s'agit de réinstituer en confédération régionale. En effet, ces traités sont habituellement considérés comme mixtes, comme hybrides, relevant tant du droit interne à l'organisation que du droit international applicable aux États membres de ces organisations, créant ensuite toutes sortes de complexités dans leur interprétation et leur autorité. Ce sont, pour citer Paul Reuter, de véritables pactes instituants ou pactes constituants. Quant à la finalité politique du pacte confédéral, deuxièmement, eh bien, à nouveau, il me semble que la finalité politique des organisations régionales à instituer en confédération régionale est confirmée en pratique, partout, par la particularité des traités constitutifs des organisations régionales qu'on va retrouver dans chaque région du monde. Cette finalité politique est confirmée dans les traités constitutifs de l'Union européenne, de la CEDEAO, de l'ASEAN ou du Mercosur. Et ce, tant dans les objectifs et contenus, tant politiques que territoriaux, tout à fait uniques aux organisations régionales et que j'ai traité dans la 4e leçon. Deuxième couche de l'oignon, le droit international commun de la Confédération régionale. Outre son droit interne, celui du pacte confédéral, l'institution de la Confédération régionale par le droit international devrait en effet passer par la consolidation d'un statut juridique minimal et commun des organisations internationales régionales. C'est en effet à chaque fois à ce statut minimal de la Confédération régionale en droit international que chaque pacte confédéral pourra ensuite renvoyer afin de réussir à instituer une nouvelle confédération régionale qui soit égale aux autres dans son organisation minimale. C'est ainsi, je vous l'ai déjà dit, que fonctionne aussi le droit international de l'État, auquel va renvoyer, explicitement ou non, chaque constitution étatique. Comme le droit international de l'État d'ailleurs, le droit international de la Confédération régionale offre tant une garantie institutionnelle de la Confédération, y compris d'égalité entre confédérations, qu'une contrainte institutionnelle de la Confédération en termes d'organisation interne. Le droit international de la Confédération régionale régit, comme le droit international de l'État, la naissance, la vie et la disparition des confédérations régionales. Aux fins d'élaboration de ce droit institutionnel commun de la Confédération régionale, eh bien, il s'agit de parvenir à construire une certaine unité dans la diversité des statuts existants des organisations régionales. Obtenir cette unité dans la diversité peut paraître difficile, mais ça n'est pas impossible. J'en veux pour preuve les travaux de ma collègue Alison Duxbury, qui a beaucoup travaillé sur les organisations régionales asiatiques, qui sont souvent présentées comme le contre-exemple, comme la confirmation de l'impossibilité
d'un statut minimal commun à toutes les organisations régionales. Alors évidemment, il faut travailler pour cela, il faut avoir l'esprit ouvert, et il faut chercher à l'intérieur de tous ces statuts d'organisation régionale ce qui est commun, en ôtant nos lunettes européennes, en arrêtant de chercher toujours ce qui ressemble à l'Union européenne et en réalisant qu'en fait, il y a des formes d'autonomie, il y a des formes de personnalité juridique des organisations régionales partout dans le monde. Et je vous rappelle que les juristes ont déjà fait ce travail titanesque pour les États entre le XVIIIe et XXe siècle. Et il ne viendrait à l'idée de personne aujourd'hui de considérer que ce travail d'institution commune de l'État en droit international a mis fin à la diversité des formes, organisations et régimes des États au sein de la catégorie État en droit international de l'État. Nous savons tous que la France, l'Allemagne et le Japon sont des États, mais nous savons tous qu'il y a des différences énormes dans l'organisation interne et le régime de l'État français, de l'État allemand et de l'État japonais. Comme le droit international minimal de l'État entre le XVIIIe et XXe siècle, ce droit international minimal de la Confédération régionale devra bien sûr s'étoffer en droit coutumier. Alors, s'étoffer en droit coutumier, comment est-ce que ça marche? Eh bien, pour que le droit coutumier s'étoffe, il a besoin de juristes. Des juristes qui vont observer, systématiser et essayer de mettre de l'ordre dans ces premiers éléments d'un droit coutumier minimal de la Confédération régionale. Et c'est ce que nous avons essayé de faire au sein du groupe de travail de l'Association du droit international sur le droit international des organisations régionales. Nous avons travaillé entre 2021 et 2024 sur cette question et nous avons publié en 2024 un rapport final que vous trouvez sur le site de l'ILA. Vous avez la référence ici. Et dans ce rapport final, vous trouvez les résultats de notre étude de droit intra-régional et interrégional comparé des organisations régionales. Cette étude nous a permis d'identifier les premiers éléments d'un statut minimal commun sur le plan des règles qu'on appelle secondaires du droit international, et notamment sur le plan du droit international et sources de la responsabilité et des immunités des organisations régionales. Vous trouverez les différentes données brutes de cette étude de droit intra-régional et interrégional comparé aussi sur le site du groupe de travail. Donc l'analyse est là, mais si vous voulez simplement accéder aux données, elles sont là aussi. Donc vous pouvez en faire autre chose, quelque chose de mieux, je l'espère. Je ne mentionnerai ici que deux particularités de ce droit international commun des organisations régionales qui ressortent de notre étude. D'une part, ce qu'on observe en droit international des traités, et qui correspond d'ailleurs à la pratique des clauses fédérales par les États fédéraux, mais aussi de la pratique du droit des traités de l'Union européenne, c'est l'adjonction de déclarations de compétences aux traités conclus par chaque organisation régionale lorsqu'elle en a la compétence. D'autre part, en droit international de la responsabilité, une autre tendance se dessine, cette fois-ci vers une attribution de la responsabilité entre l'organisation régionale et ses États membres, qui se fonde sur la compétence plutôt que sur l'organe, ce qui à nouveau correspond, pour les spécialistes, à la pratique de l'attribution de responsabilité pour violation du droit international dans les États fédéraux et dans l'Union européenne. Alors ceci dit, il n'en demeure pas moins, bien entendu, que la Confédération régionale n'épuise pas le champ des possibles juridiques et institutionnels sur le plan régional, comme l'État n'épuise pas le champ des possibles juridiques et institutionnels sur le plan national. Il devrait demeurer loisible aux États d'une région de conclure des alliances ou des associations régionales non permanentes. De telles alliances se distinguent bien sûr d'une forme politique instituée de manière durable, comme la confédération régionale. Par ailleurs, les États d'une région doivent aussi pouvoir instituer en plus, si les peuples les autorisent, d'autres formes d'institutions de coopération régionale durable qui ne viseraient pas à intégrer la région en une nouvelle forme politique comme une confédération régionale. Dans ce cas, ces institutions régionales demeureraient traitées, comme aujourd'hui, comme des organisations internationales au pluriel, relevant de cette catégorie non instituée des organisations techniques et fonctionnelles, apolitiques et territoriales,
assises entre deux chaises, avec tous les désavantages que cela comporte, notamment quant à leur absence de légitimité politique, et j'y reviendrai. Enfin, troisième couche de l'oignon, la garantie de l'égalité souveraine de la Confédération régionale dans la Charte des Nations et Régions Unies. Il s'agit ici de garantir l'égalité de statut minimale de la Confédération régionale sur un plan universel, et donc de le faire d'une manière ternaire, externe au droit interne de chaque confédération régionale et externe au droit international commun de la Confédération régionale. C'est pour ça que c'est une troisième couche de la garantie. Une telle garantie ternaire serait équivalente à celle de l'article 2, paragraphe 1 de la Charte des Nations Unies pour l'égalité de statut minimal de l'État, requiert une institution universelle externe que j'appelle ici une organisation internationale universelle avec un grand O. En effet, ce qui ressort, à contrario de la réinstitution internationale d'organisations régionales, politiques et territoriales en confédérations régionales, c'est, et c'est le propre de cette troisième échelon, cette troisième échelle de la garantie, c'est le besoin de continuité politique de l'échelon politique régional à l'échelon universel. Le problème, c'est que, comme je l'ai expliqué dans la 4e leçon, les nouvelles institutions qui sont apparues aux côtés de l'État en droit international, comme les organisations internationales dès le XIXe siècle, sont notoirement traitées comme étant non politiques par le droit international qui demeure fidèle à son étatisme méthodologique sur un plan politique. Ces organisations universelles ne constituent donc pas, stricto sensu, des formes politiques supplémentaires en droit international des institutions. Les organisations internationales, même universelles, sont réduites à des formes d'organisation de coopération technique entre États qui ne réinstituent pas leur peuple de leurs États membres en de nouvelles communautés politiques. Beaucoup doutent dès lors, à juste titre à mon avis, de la nature d'institutions publiques de ces organisations internationales universelles non politiques. C'est ce qui explique que les organisations internationales universelles demeurent à ce jour sous-instituées en droit international et surtout qu'elles ne forment pas une catégorie unique et au singulier, contrairement à l'État que l'on présente comme une catégorie unique au singulier avec un grand E. Le statut de droit international des organisations internationales universelles est en effet extrêmement minimal, voire inexistant. Alors, dans mon cours de 2021-22, j'ai critiqué l'état du droit international des organisations internationales universelles d'un point de vue politique, et notamment le manque de légitimité politique de ces organisations et du droit qu'elles produisent. J'ai notamment insisté sur la vulnérabilité de ces organisations à la privatisation. Et j'ai avancé diverses propositions en faveur de la réinstitution des organisations universelles en institutions publiques et donc politiques, même non territorialisées. Et pour ce faire, j'ai défendu la réinstitution de ces organisations internationales universelles en organisations internationales universelles avec un grand O. Et ce qui m'intéresse ici, c'est que l'une de ces organisations internationales universelles par excellence, bien sûr, est l'Organisation des Nations Unies, organisation fondée sur la charte du même nom en 1945. Cette organisation, si vous êtes familier du droit des organisations internationales, est régulièrement qualifiée dans les manuels d'organisation politique par les juristes spécialistes des organisations internationales qui vont opposer l'Organisation des Nations Unies à des organisations dites techniques. Et ce, pourtant, sans explication et sans que le lien au peuple du monde qu'elle représente et réinstitue politiquement ne soit fait. Donc cette dénomination reste profondément mystérieuse. J'ai traité des pouvoirs instituants multiples de l'Organisation des Nations Unies en tant qu'organisation politique dans l'un des articles que j'ai mentionné tout à l'heure. Je vous renvoie à cet argument si la politisation et donc la réinstitution politique de l'Organisation des Nations Unies vous intéresse. Mais elle va vous intéresser maintenant sous un angle très particulier, puisque je vais vous parler de l'Organisation des Nations Unies sous l'angle de la réinstitution égalitaire des peuples, des confédérations régionales, qu'une nouvelle charte des Nations et Régions Unies pourrait garantir. Et
Ce sera mon point 2.2. Afin d'établir une organisation ternaire et donc externe de l'égalité de statut minimale de la Confédération régionale équivalente à celle de l'article 2, paragraphe 1 de la Charte pour l'égalité de statut minimale de l'État, il nous faut réformer cette charte en Charte des Nations et Régions Unies et l'ONU en Organisation des Nations et Régions Unies. Cette proposition s'insère donc dans la continuité de la protection de l'égalité des peuples de la Charte des Nations Unies. Il s'agit, je l'ai dit, d'une réforme de l'intérieur plutôt qu'une révolution totale. Il ne s'agit pas d'instituer le monde des régions contre le monde des États. Il ne s'agit pas d'instituer la confédération régionale contre l'État, mais de réinstituer son peuple une deuxième fois et par là de renforcer l'égalité souveraine de ce peuple. Cette réinstitution des peuples du monde en une nouvelle organisation des Nations et Régions Unies devra se faire par une procédure constitutionnelle inédite, puisqu'il s'agit de la reconstituer. Nous ne pourrons pas passer par les articles 108 et 109 de la Charte, qui ont paralysé tout projet de réforme de la Charte depuis 1945, ne serait-ce qu'en raison, vous le voyez à l'écran, du veto des 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Il s'agit d'associer à cette reconstitution de l'Organisation des Nations Unies les multiples institutions publiques des peuples du monde, et notamment les États et confédérations régionales, qui en deviendraient membres à part entière. En fait, il n'y a rien de fondamentalement nouveau à envisager la qualité de membre de l'ONRU pour les confédérations régionales. En effet, les premières organisations internationales universelles prévoyaient déjà la possibilité pour les collectivités territoriales d'en devenir membres. Et d'ailleurs, je vous l'ai rappelé la semaine dernière, l'Union européenne est aujourd'hui membre d'organisations internationales universelles, comme la FAO notamment. Et ça n'étonne personne. Alors pour bien comprendre quelle pourrait et devrait être la place des confédérations régionales dans cette nouvelle organisation internationale universelle, il n'est probablement pas inutile de revenir sur les origines du cadre onusien des organisations régionales, ne serait-ce que pour révéler encore une fois et vous rappeler la place ultra minimale et surtout totalement déséquilibrée que ces organisations régionales y occupent depuis le début. Comme je l'ai expliqué dans la première leçon, la création de l'Organisation des Nations Unies en 1945 a permis de réinstituer un cadre institutionnel universel beaucoup plus fortement que la Société des Nations. Ce cadre a d'ailleurs duré un petit peu plus longtemps. Mais malheureusement, ce cadre institutionnel universel a été institué avec très peu d'égards pour les organisations régionales. Les projets qui étaient portés à l'époque par de nombreux acteurs, dont Winston Churchill, pour des conseils régionaux, pour des institutions régionales en marge ou dans la Charte des Nations Unies, n'ont pas abouti. Alors certes, vous vous en souvenez peut-être, les organisations régionales sont mentionnées dans la Charte des Nations Unies. C'est déjà un progrès. Dans le pacte de la Société des Nations, elles étaient mentionnées uniquement en creux. Ici, on a vraiment une mention positive des accords et des organismes régionaux dans la Charte des Nations Unies. Et les premiers articles que je vais vous montrer et vous rappeler, ce sont ces articles 52 et 53 de la Charte des Nations Unies. Si les organisations régionales sont mentionnées dans la Charte des Nations Unies, malheureusement, c'est surtout pour être contraintes à des conditions de compatibilité avec la Charte, et donc pour être soumises hiérarchiquement d'emblée à la Charte et surtout au Conseil de sécurité, et donc aux 5 membres permanents du Conseil de sécurité, par méfiance des États-Unis et de l'URSS. Et donc quand vous lisez le chapitre 8 et l'article 53 sur les accords et organismes régionaux de sécurité et de défense en matière de recours à la force armée, ou quand vous lisez l'article 52 sur les organismes régionaux de maintien de la paix en matière de règlement pacifique des différends, vous voyez bien que l'idée, c'est de soumettre au Conseil de sécurité toute organisation régionale plutôt que d'articuler dans la continuité politique
ces organisations régionales et les Nations Unies. En fait, cette soumission hiérarchique des organisations régionales n'est pas seulement un effort de soumission, qui à mon avis est contre-productif, comme l'histoire le montrera, mais surtout, cet exercice de soumission hiérarchique des organisations régionales à la Charte n'est qu'apparent, comme je l'expliquerai encore une fois dans la dernière section de la leçon. Cela d'ailleurs a très vite créé des inégalités entre organisations régionales. Certaines étaient soumises par l'article 53 au Conseil de sécurité, alors que d'autres gardaient les coudées franches, notamment par exemple l'OTAN ou plus tard l'Union européenne, qui s'affranchiront, sans qu'on ait besoin de donner de raison particulière, de l'article 53, alors que d'autres organisations régionales y seront soumises tout de suite et y sont encore soumises aujourd'hui. Ces inégalités entre organisations régionales qui sont intégrées d'emblée dans le fonctionnement de cette soumission hiérarchique des organisations régionales aux Nations Unies affaiblissent tout de suite ce cadre institutionnel universel. Et j'y reviendrai tout à l'heure. Alors pour le reste, il y a bien, vous vous souvenez, quelques autres références à la représentativité géographique équitable au sein des organes onusiens. Et qui dit représentativité géographique équitable, vous l'avez ici pour le Conseil de sécurité, et puis vous l'avez ici pour la Cour internationale de justice. Qui dit représentativité géographique équitable sous-entend représentation régionale équitable. Mais ce qui frappe d'emblée, c'est que les groupes régionaux qui vont permettre à ce type de représentation d'être organisés n'ont pas du tout été constitués par la Charte des Nations Unies. Aucun lien direct de correspondance, d'ailleurs, n'a été fait entre ces groupes régionaux lorsqu'ils seront créés et les organisations régionales qui pourtant existaient déjà pour certaines à l'époque. Rappelez-vous le grand schéma que je vous ai montré en introduction aujourd'hui. Le résultat donc, c'est que ces groupes régionaux seront institués de manière ad hoc beaucoup plus tard et qui ne cesseront, puisqu'ils sont hors charte, de susciter des débats quant à leur nombre exact et quant à leur composition exacte. Il n'est pas surprenant non plus que la représentation régionale soit totalement, aujourd'hui encore, inégalitaire aux Nations Unies. À commencer bien sûr par le Conseil de sécurité et ses 5 membres permanents, ce que confirme d'ailleurs tout récemment, encore une fois, si besoin était, l'Assemblée générale des Nations Unies dans son pacte pour l'avenir qu'elle a adopté en 2024 et qui fait référence ici clairement à l'absence de représentation équitable des régions, des groupes sous-représentés ou non représentés, comme l'Asie, le Pacifique, l'Amérique latine et les Caraïbes, et qui parle d'ailleurs de l'importance de groupes interrégionaux. Donc on voit cette réflexion quand même faire son chemin. Ce bref rappel de l'histoire de l'institutionnalisation manquée des organisations régionales au sein de la Charte des Nations Unies confirme que l'absence de statut juridique commun et égalitaire de l'organisation régionale dans la Charte a permis qu'à l'ombre de la Charte, dans les interstices de la Charte, les organisations régionales demeurent l'instrument géopolitique d'un seul ou de plusieurs États-empires régionaux. L'absence d'un statut égalitaire et commun des organisations régionales dans la Charte a aussi contribué à saper les quelques acquis de la construction universelle depuis 1945 et de ce fait la garantie de l'égalité souveraine des États et de leurs peuples qui en dépend. Quelque part, c'est cette absence de reconnaissance d'un statut commun et égalitaire et le fait que ce statut, même minimal lorsqu'il existe, ne soit jamais respecté de manière égalitaire, qui a érodé, lentement mais sûrement, tout l'édifice. À l'avenir, dès lors, il s'agit d'aborder les confédérations régionales comme les institutions politiques des mêmes peuples, des institutions qu'il faut articuler aux États sans essayer d'instrumentaliser les unes au profit des autres. Ensemble, États et confédérations régionales devraient contribuer à renforcer la légitimité politique de l'Organisation internationale politique universelle par excellence, que sont les Nations Unies, et par là protéger l'égalité souveraine des peuples. Alors il s'agit maintenant d'envisager quelques réformes potentielles qui nous permettraient de transformer l'ONU en une organisation non seulement des nations, mais aussi des régions unies.
Je laisse de côté temporairement la question des coopérations thématiques, donc des coopérations entre la nouvelle ONRU, ex-ONU, et les confédérations régionales, dont je vais traiter dans la troisième partie, pour me concentrer ici sur des questions plus constitutionnelles d'égalité politique entre États confédérés et leurs citoyens et entre confédérations régionales. Donc j'ai déjà rappelé tout à l'heure que cette ONRU devrait être une organisation fondée à la fois par les États et les confédérations régionales, qu'elle devrait reposer sur un nouvel article 2 qui étendrait l'égalité des États à l'égalité des confédérations régionales. Mais j'aimerais maintenant parler de cette égalité politique un petit peu plus précisément. D'abord, premièrement, l'égalité politique entre États confédérés et entre leurs citoyens. Certains, et c'est le cas déjà dans la littérature, craignent de cette réinstitution égalitaire des confédérations régionales au sein d'une nouvelle Organisation des Nations et Régions Unies, qu'elle ne fasse en fait que renforcer l'influence des États-empires régionaux au sein des régions. Les instituer ne leur donnerait encore que plus de force, renforçant ensuite encore d'autant l'influence de ces mêmes États-empires régionaux sur le plan international. En réponse à cette critique, il me semble qu'au contraire, l'encouragement de l'organisation intra-régionale, qui est nécessaire pour pouvoir instituer une confédération régionale, et donc adopter un pacte confédéral par exemple, devrait précisément permettre de désamorcer la monopolisation de la prétention régionale par un ou quelques États en particulier. L'encouragement de l'organisation intrarégionale pour réinstituer les confédérations régionales ferait en effet de la question de la prétention régionale une question régionale à délibérer et à organiser avec d'autres États dans cette région. À cet égard, il y a longtemps, et je vous avais déjà cité différentes études de sciences politiques sur la régionalisation pour le prouver, il y a longtemps que s'est avéré le rôle émancipateur et égalisateur des régions, à la fois au sein des États, qui sont domestiqués par la régionalisation, et entre eux au sein des relations intrarégionales. Alors certes, les organisations régionales ne diffèrent pas, en principe, des États qui peuvent être tant démocratiques et fédéralistes qu'autoritaires et impérialistes. Mais la clé, c'est le ensemble. Ensemble, États et organisations régionales, États et confédérations régionales, États confédérés réinstitués dans une confédération régionale, ont tendance à se domestiquer mutuellement, comme le confirment les études politiques de la régionalisation récente et bien sûr l'exemple de l'Union européenne dont je vous ai parlé la semaine dernière. D'ailleurs, la nouvelle ONRU pourrait et devrait garantir l'égalité politique au sein des États confédérés et entre eux, au sein de la confédération régionale. Donc on pourrait coucher cette exigence d'égalité dans le texte. Après tout, et si vous y réfléchissez de nouveau un petit peu, le droit des Nations Unies, même ça ne figure pas dans la charte, mais c'est quelque chose qui s'est développé en coutume onusienne, le droit des Nations Unies prévoit déjà un droit minimal de la représentation démocratique qui exige que les États membres des Nations Unies soient organisés d'une certaine manière pour pouvoir être représentés à l'Assemblée générale. Cette exigence va se traduire notamment dans l'interprétation des conditions d'admission. C'est déjà arrivé de ne pas admettre des États qui n'étaient pas démocratiques, de suspension, c'est arrivé qu'on suspende des États pour cette raison, ou d'exclusion des États membres des Nations Unies. L'exigence de représentativité démocratique va aussi se retrouver dans les conditions d'accréditation des représentants gouvernementaux des États au sein des organes interétatiques des organisations en question. Là aussi, on a une pratique récente, pensez par exemple à l'exemple des talibans ou à l'exemple du Myanmar, dans lesquels on voit bien que la politique d'accréditation des représentants gouvernementaux implique un degré de représentation démocratique. Alors ce droit minimal de la représentation démocratique pourrait tout à fait être codifié dans la nouvelle charte de l'ONRU et surtout étendu aux confédérations régionales et à l'organisation interne, comme à celle de leurs États confédérés. Et c'est d'ailleurs ce que font la plupart des organisations régionales dans leurs traités constitutifs en ce qui concerne l'exigence de représentativité démocratique de leurs États membres. C'est bien sûr le cas de l'Union européenne, pensez au bras de fer entre la Hongrie et la Commission européenne,
c'est le cas au sein du Conseil de l'Europe, pensez à ce qui s'est passé avec la Russie, du Mercosur, de l'ASEAN ou encore de l'Union africaine. Deuxième question, l'égalité politique entre confédérations régionales. Ici aussi, il y a une objection de taille qui apparaît, qui est la suivante. Au vu de la multiplicité des formes organisationnelles que prennent aujourd'hui les régions en droit international, et je vous ai montré le schéma tout à l'heure, et leur potentiel chevauchement, certains craignent que l'institution de ces régions en confédération régionale et leur entrée au sein d'une organisation des Nations et Régions Unies ne fasse que renforcer le risque de surreprésentation de certains peuples et de sous-représentation d'autres peuples. Alors en réponse à nouveau, et je pense que c'est la beauté de l'universalisation, de la généralisation et de l'approfondissement de la régionalisation dont je vous ai parlé à plusieurs reprises, que de le confirmer, il faut souligner que chaque peuple aujourd'hui dans le monde dispose désormais déjà au moins d'une forme de représentation par une organisation régionale à compétence générale et intégrée. Ce qui veut dire que certains correctifs juridiques pourraient tout à fait et devraient tout à fait être mis en place au sein de la nouvelle ONRU pour éviter la sous-représentation par des organisations régionales au sein des organes des Nations Unies, y compris au sein des corps de fonctionnaires et dans toutes les procédures de décision onusiennes. C'est tout à fait pensable, et on en a déjà beaucoup discuté en cours et au séminaire au sein de la Cour internationale de justice et de la Commission du droit international. Mais c'est aussi, bien sûr, nécessaire au sein du Conseil de sécurité qui ne doit plus être dominé par 5 membres permanents ou de l'Assemblée générale. Alors comment l'organiser ? Eh bien, par une reconstitution plus égalitaire, cette fois-ci, des groupes régionaux, qu'il faudrait garantir dans le texte, à reconstituer en fonction des confédérations régionales et région par région, pour qu'aucune n'échappe aux groupes régionaux. Il faut aussi harmoniser ces groupes régionaux entre différents organes et procédures onusiens, où ils sont malheureusement encore trop souvent différents. Et enfin, il faut mettre en œuvre une intégration égalitaire de ces groupes régionaux lors des élections, toutes les élections, mais aussi à toutes les étapes de la procédure. Donc voilà comment juguler la sous-représentation. Maintenant, quid du risque de surreprésentation par les organisations régionales dans la nouvelle ONRU? C'est une question importante et c'est un travail qui doit se faire dans tous les cas, étant donné les inégalités de traitement entre organisations régionales qui existent d'ores et déjà au sein des Nations Unies. Je vous ai déjà parlé de la surreprésentation des États membres de l'Union européenne par l'Union européenne. L'Union européenne a un statut d'observateur spécial de l'Union européenne à l'Assemblée générale, un statut qui n'est partagé par aucune autre organisation régionale, puisque ces autres organisations n'ont qu'un statut d'observateur de base. Et surtout, ce statut d'observateur spécial donne des droits spéciaux à l'Union européenne que ces organisations régionales ne partagent pas. Il faudrait donc limiter ce statut ou alors l'étendre à toutes les autres confédérations régionales. Et ceci m'amène à mon prochain point, les rapports entre États et confédérations régionales et entre confédérations régionales. Je l'ai dit, cette nouvelle institution régionale de droit international, la Confédération régionale, s'insère dans la continuité de la protection de l'égalité des peuples de la Charte. Elle partage en effet avec la forme politique de l'État un sens de la pluralité. L'État n'est pas seul au monde, l'État vient toujours à plusieurs, et donc un sens de l'égalité. Ce sens de la pluralité ou de l'égalité de l'institution tant de l'État que de la confédération régionale rend l'État et la confédération régionale immédiates en et de droit international, à la différence de l'Empire, qui ne se pense jamais au pluriel, et donc jamais en égal à un autre empire, et qui n'a donc jamais besoin de droit international pour garantir son égalité. Alors dans cette troisième section, j'aimerais préciser la portée exacte sur le plan international de cette égalité. Parce que vous devez déjà sentir, si vous êtes attentif,
qu'il y a potentiellement un petit problème ici. En effet, étant donné que les confédérations régionales réinstituent les mêmes peuples et organisent le partage de ce que j'ai appelé la souveraineté externe de ces peuples entre leurs États confédérés, il n'y a pas et il ne devrait pas y avoir d'exigence d'égalité entre la souveraineté des confédérations régionales et celle des États en vertu du droit international. En revanche, la situation est différente en ce qui concerne l'égalité souveraine entre les confédérations régionales elles-mêmes. Et je vais donc prendre ces deux questions l'une après l'autre. Je commence avec les rapports entre États et confédérations régionales. Comme le confirme l'expérience fédérale nationale, par exemple l'expérience fédérale nationale suisse, dont la Constitution garantit en son article 3 la souveraineté des cantons, les confédérations sont particulièrement bien placées, à mon avis, pour permettre de partager la souveraineté externe des États confédérés et de leur peuple. La confédération permet en effet de préserver non seulement la pluralité de la souveraineté externe inhérente au droit international moderne, dont je vous ai beaucoup parlé dans la 4e leçon, mais aussi l'égalité de cette souveraineté, même une fois qu'elle est partagée entre différentes institutions, et donc le droit égal à l'autodétermination internationale de tous les peuples du monde. Alors, 3 précisions s'imposent. En effet, le partage de la souveraineté externe entre les confédérations régionales et leurs États confédérés implique que cette souveraineté ne peut être que partielle, relative et limitée. Premièrement, la souveraineté externe partagée au sein des confédérations régionales ne peut être que partielle dans la mesure où elle doit nécessairement être partagée avec d'autres institutions publiques des mêmes peuples, et plus précisément ici, entre États confédérés au sein de la confédération régionale. Deuxièmement, et ça va de pair, la souveraineté externe des confédérations régionales, puisqu'elle est partagée avec les États confédérés, est relative à celle des États confédérés. Enfin, cette souveraineté est par définition limitée et non absolue. Les confédérations régionales sont en effet organisées très différemment des États confédérés, et surtout elles ont des compétences différentes. Elles ne peuvent donc pas instituer les mêmes peuples de la même manière. L'idée n'est pas de faire un doublon des États, mais toujours de manière complémentaire. Il s'ensuit dès lors que les droits de participation à des procédures internationales et à des organisations internationales universelles, comme l'ONU, des confédérations régionales, doivent être articulés dans chaque cas à ceux de leurs États confédérés. Et cette articulation, c'est déjà ce qu'expérimente l'Union européenne et ses États membres dans leurs relations extérieures. Vous ne le savez peut-être pas, mais c'est déjà, depuis près de 20 ans, ce que l'Union européenne et ses États membres font dans les arènes, dans les procédures internationales, comme je l'ai rappelé la semaine dernière. Mais dans le cas de l'Union européenne, l'absence de clarté sur sa nature politique confédérale, que j'ai dénoncée la semaine dernière, couplée au caractère organique du développement de ses compétences extérieures, qui se sont développées au coup par coup, et couplée enfin à l'étatisme méthodologique qui règne encore au sein de l'ONU, on fait de l'articulation des droits respectifs de l'Union européenne et de ses États membres au sein des procédures onusiennes comme l'Assemblée générale, le Conseil de sécurité ou encore la Commission du droit international une question purement pragmatique à négocier de cas en cas. Et c'est bien le problème. Il faudrait à l'avenir en faire une question de principe pour les Européens, c'était mon argument de la semaine dernière, mais surtout, il faudrait traiter l'Union européenne comme une confédération régionale sur un plan politique et surtout comme une confédération régionale égale à d'autres. Et c'était aussi mon argument de la semaine dernière. Mais dans tous les cas, ce que je viens de vous expliquer confirme, c'est qu'il est vain de continuer à développer, comme on l'a fait durant longtemps dans la littérature, des analogies entre États et organisations régionales quant à leurs droits respectifs au sein des procédures et organisations internationales universelles. Une organisation régionale, dans la mesure où elle réinstitue le peuple de ses États membres, ne peut pas se voir reconnaître les mêmes droits que ses États membres. Elle ne peut pas se faire reconnaître par analogie les mêmes droits.
chaque institution publique dédouble ou détriple l'institution étatique du même peuple sur le plan international. Et donc leurs droits respectifs, puis leurs relations, doivent être organisés dans la même continuité institutionnelle, plutôt qu'en miroir les uns des autres. Donc la prochaine fois que vous êtes tenté à faire des analogies entre États et organisations internationales régionales, en droit international, méfiez-vous vraiment. Alors il est important, bien sûr, de veiller au respect mutuel des droits de participation conjoints à articuler entre confédérations régionales et leurs États confédérés sur le plan international, y compris au sein des Nations unies. Mais de telles obligations de respect mutuel des compétences, et notamment d'information mutuelle entre la confédération régionale et les États confédérés, des obligations de bonne foi, sont toutes des obligations qu'il est possible de prévoir dans chaque pacte confédéral et prévoir dans la charte de l'ONRU, à l'instar, par exemple, de ce qui est prévu dans la Constitution fédérale suisse, dans le cadre des obligations de respect mutuel, d'information et de bonne foi entre la Confédération suisse et les cantons. Donc, vous trouvez ça, par exemple, ici, très clairement, à l'article 56. Donc, l'importance des compétences dans l'articulation des droits de participation respectifs et du respect de la bonne foi. J'en viens au point 3.2, les rapports entre confédérations régionales maintenant. Ici, la situation est totalement différente. En effet, d'une région à l'autre, il est possible, à mon avis, de plaider en faveur d'une certaine forme d'égalité souveraine, même partielle, parce que partagée avec leurs États confédérés, entre les confédérations régionales qui exercent les mêmes pouvoirs sur le plan international. Alors bien entendu, cela nécessitera de repenser soigneusement les relations de la future ONRU avec les confédérations régionales et les relations entre les confédérations régionales elles-mêmes. Et dans ce contexte, la question principale à résoudre, me semble-t-il, celle qui vous poursuit peut-être depuis une dizaine de minutes, concerne l'égalité de représentation des peuples des régions, de manière à éviter à nouveau tant la sous- que la surreprésentation. En lien avec le risque de surreprésentation, la question du choix des organisations régionales à réinstituer en confédération régionale se pose de manière urgente. En effet, il faut veiller à ne pas en instituer un nombre inégal par région afin de pouvoir préserver l'égalité politique entre peuples de ces régions. Mais sur le modèle de ce qui se fait déjà avec l'État, il est vraisemblable qu'une seule confédération régionale par région finira par s'imposer. C'est aussi ce qui semble être le cas aujourd'hui, comme le confirme dans chaque région du monde, et je vous ai rappelé tout à l'heure la liste des organisations régionales dans toutes les régions du monde, c'est ce que semble confirmer le fait qu'aujourd'hui, dans chaque région du monde, une seule organisation régionale généraliste et intégrée existe. Donc les autres organisations régionales de chaque région vont s'occuper de questions très techniques, très spécifiques, sans avoir des compétences générales, et elles ne vont pas le faire avec une autonomie et une compétence d'adopter le droit. Donc comme exemple d'organisation régionale généraliste et intégrée par région, je vous rappelle l'Union européenne, l'Union africaine, l'Organisation des États américains, la Ligue des États arabes ou encore l'ASEAN. Alors je l'ai déjà dit, ces autres organisations régionales plus techniques pourront bien sûr subsister en parallèle. Alors j'en viens maintenant à mon dernier point, les rapports entre confédérations régionales et organisations internationales universelles. Ici, j'aimerais revenir sur l'ONRU, mais cette fois, pas en tant que cadre de l'institution ternaire, externe, égalitaire des organisations régionales en confédérations régionales, donc ça c'est ce dont j'ai traité dans la partie 2, mais comme cadre de coopération universelle avec les organisations régionales. Et j'aimerais procéder à nouveau en 2 temps. D'abord vous rappeler quel est l'état du cadre institutionnel onusien de coopération avec les organisations régionales, parce que vous risquez de tomber de votre chaise. Heureusement, les chaises sont très basses ici, mais si vous allez comprendre le problème, vous allez comprendre les erreurs qu'on a faites dans l'élaboration de ce cadre que j'accuse, vous le verrez, notamment d'avoir contribué à l'érosion
des Nations Unies. Si on avait mieux pris soin des organisations régionales et on avait bien organisé leur coopération, on aurait pu éviter de nous retrouver dans la situation dans laquelle nous sommes maintenant. Et donc, dans une dernière partie, je vous présenterai quelques pistes de réforme de cette coopération dans la nouvelle ONRU. Alors, je commence avec le point 4.1, et ici, j'aimerais revenir sur les grandes étapes du développement du cadre onusien de coopération avec les organisations régionales, et je distinguerai 3 moments. Premier moment, l'institution dont j'ai parlé tout à l'heure, 1945, avec, il est vrai, contrairement au pacte de la Société des Nations, dans la Charte des Nations Unies, une mention positive, explicite, de l'importance des organisations régionales. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette institution est une institution des organisations régionales qui vise, en tout cas au chapitre 8, spécifiquement à soumettre les organisations régionales hiérarchiquement à la Charte et au Conseil de sécurité, et donc aux 5 membres permanents des Nations Unies, par méfiance des États-Unis et de l'URSS. En fait, et je l'ai dit tout à l'heure, cette soumission hiérarchique à la Charte et au Conseil de sécurité de la coopération avec les organisations régionales dans le domaine du règlement des différends et du recours à la force armée, prévu aux articles 52 et 53, n'est en fait qu'apparence. En effet, dès le départ, il y a 2 poids, 2 mesures, selon les organisations régionales, en fonction de leur lien à l'État-puissance du moment. À l'origine, il y a 2 poids, 2 mesures pour les États-Unis et l'OTAN, ou l'URSS et le pacte de Varsovie. Et cela se confirme à l'article 51 de la Charte des Nations Unies, qui est le droit de légitime défense, puisque ce droit, l'article 51, prévoit un droit unilatéral de légitime défense qui va échapper à l'autorisation du Conseil de sécurité, qui va permettre à tous les États de se défendre contre toute alliance régionale. Mais l'article 51, on l'oublie, est aussi un droit qui peut être exercé unilatéralement, mais de manière collective, par le biais d'organisations régionales de défense, comme l'OTAN et le pacte de Varsovie précisément. Il est donc possible d'échapper au chapitre 8, aux articles 52 et 53 de la Charte et à la soumission hiérarchique des organisations régionales au Conseil de sécurité, par le biais de l'article 51 de la Charte et de la légitime défense collective, voire, et la pratique le confirmera, par le biais du chapitre 7. Donc d'emblée, on a une soumission hiérarchique plutôt qu'une articulation constructive des rapports entre organisations régionales et l'ONU, mais surtout d'emblée, cette soumission ne vaut que pour certaines organisations régionales et pas pour d'autres. Dans les autres domaines de la Charte, et malgré l'absence de base légale, différents types de coopération avec les organisations régionales vont être mis en place, toujours sous l'ombrelle des Nations Unies et de ses agences spécialisées. Soit sur le plan externe, en instrumentalisant des organisations régionales au service des Nations Unies, soit sur le plan interne, avec la création de bureaux et de commissions régionales de l'ONU, ou au sein des agences spéciales de l'ONU, comme l'OMS ou la FAO, qui ont leurs propres commissions et institutions ou agences régionales. Deuxième période, début de la vengeance des organisations régionales, la re-régionalisation partielle de la coopération internationale, cette fois-ci en dehors de l'ONU. La guerre froide, en effet, va relancer une vague de régionalisation du droit international et de ses institutions, donnant naissance, vous vous en souvenez, à de multiples organisations régionales. C'est le cas, bien entendu, en Europe, où les organisations régionales vont fleurir de part et d'autre des 2 blocs, mais aussi en dehors du cadre strict de l'ONU, avec la décolonisation, un 3e cercle d'organisations régionales apparaît, celui du tiers-monde ou du nouvel ordre économique international, notamment en Afrique ou en Amérique latine. C'est avant tout à l'époque dans les domaines sécuritaires et commerciaux que la régionalisation des organisations internationales universelles hors ONU va se développer, comme par exemple à l'Organisation mondiale du commerce ou au sein du Fonds monétaire international. Troisième période, la vengeance cette fois est consommée,
la re-régionalisation universelle de la coopération internationale et l'érosion de l'Organisation des Nations Unies. Dès la fin de la guerre froide et du système bipolaire, la régionalisation institutionnelle va prendre un nouveau souffle, et on parle, vous vous souvenez, de nouveau régionalisme. 3 caractéristiques principales à ce nouveau régionalisme. Premièrement, les organisations régionales se développent et se consolident partout dans le monde, y compris ces nouveaux, en Asie et en Eurasie, où elles se consolident pour la première fois et autour d'un État-puissance régional comme la Chine, l'Inde ou la Russie. Deuxièmement, c'est le cas dans tous les domaines, je l'ai dit, et non plus seulement dans le domaine commercial ou militaire. Et troisièmement, cette nouvelle floraison d'organisations régionales est désormais très profonde puisque de nombreuses organisations régionales d'intégration au lieu de coopération apparaissent, notamment en Afrique et en Amérique latine. Mais en parallèle, malheureusement, et c'est pour ça que je parle de cette période comme une période d'érosion des Nations Unies, il y a un effet de vase communicant, puisque les organisations universelles, dont l'ONU, vont peu à peu perdre en influence. Pire, et ce sera la thèse ici, la dynamique s'inverse. L'ONU, qui se présentait comme un cadre universel à la coopération régionale jusqu'en 1990 et qui prétendait soumettre les organisations régionales à la Charte et au Conseil de sécurité, est désormais encadrée en retour par quelques organisations régionales dont elle est devenue largement dépendante, dans tous les domaines et plus seulement dans le domaine militaire. À force d'avoir privilégié certaines organisations, eh bien, ces organisations ont fini par la dominer. Et ce pour 2 raisons. Premièrement, le désengagement financier des États et la capture de l'ONU par certains États, dont certains États puissances régionales, comme les États-Unis d'abord, puis ensuite la Chine. En pratique, cela va se traduire par un investissement toujours plus grand dans les collaborations de l'ONU avec les organisations régionales, ou du moins avec certaines d'entre elles seulement, comme l'OTAN entre 1990 et 2000, ou plus récemment l'Union européenne ou l'Union africaine. Et les raisons de ces collaborations sont devenues financières ou techniques et justifiées par des raisons d'efficience fonctionnelle. Deuxième raison, ce qui va renforcer d'autant la dépendance de l'ONU de certaines organisations régionales et de pas d'autres, c'est l'absence d'un cadre juridique clair pour ce que l'ONU appelle les relations ou les interactions avec les organisations régionales. D'ailleurs, la fluidité de ces interactions est désormais revendiquée officiellement par le secrétaire des Nations Unies, qui depuis 20 ans parle de coopération dans un sens très vague, et il s'agit de les soutenir par tous les moyens. Le seul critère devient la conformité aux buts et aux principes des Nations Unies. Il n'est plus question de soumettre les organisations régionales qui sont sélectionnées pour ces coopérations aux critères du chapitre 8, critères dont je vous ai dit tout à l'heure, dont certaines organisations régionales comme l'OTAN ou l'Union européenne s'étaient dans tous les cas toujours exemptées, alors que l'Union africaine s'y soumettait. D'ailleurs, le Conseil de sécurité préfère désormais passer par des autorisations souvent sollicitées par ces organisations, au sens du chapitre 7, voire, et ça c'est vraiment terrible, par des autorisations ex post de ces interventions des organisations régionales. C'est donc le pragmatisme qui règne désormais dans ce domaine, où le Conseil de sécurité croit mener la danse, mais en pratique, le Conseil de sécurité est toujours dépassé par les organisations régionales comme l'Union européenne ou l'Union africaine. Et tout cela va créer de nombreuses inégalités entre organisations régionales, des organisations régionales dont on n'a toujours pas de bons termes pour les identifier en langage onusien, et vous le voyez ici par exemple dans le titre de ce rapport, qui est un rapport régulier qui est fait par le secrétaire général, vous voyez qu'on parle d'organisations régionales ou autres. Donc on laisse cette catégorie totalement indéterminée, sans raison claire. Et évidemment, qui dit inégalité d'origine, par exemple en faveur de l'OTAN, je l'ai dit, ou plus récente en faveur de l'Union européenne, dit évidemment invocation de ces inégalités par les États mécontents des Nations Unies, comme par exemple la Chine ou la Russie, qui se prévalent désormais de ces inégalités pour critiquer l'ONU. Donc ce que cette histoire cyclique d'universalisation des organisations du droit international et de re-régionalisation de ces organisations au début du XXe siècle révèle,
c'est que les organisations régionales et l'ONU ne doivent pas être considérées comme des contraires qui s'annulent, comme du temps de la Société des Nations. Ils ne doivent pas non plus être hiérarchisés comme des concurrents, comme au temps des articles 52 et 53 de la Charte. Au contraire, ONU et organisations régionales doivent être soigneusement articulées en tant qu'elles représentent les mêmes peuples. Sinon, vous l'avez vu, elles finissent par devenir effectivement concurrentes et par essayer de se dominer les unes les autres. Et ce, le plus souvent, nous l'avons vu aussi, au profit d'un seul ou de 2 ou de 3 États-empires régionaux. Alors venons-en dernièrement à ce que nous pourrions faire dans une organisation des Nations et Régions Unies à venir pour améliorer la coopération avec les organisations régionales. Tout d'abord, il me semble que la leçon que j'ai essayé de formuler à l'instant pour vous, il me semble qu'elle est comprise. Dans la mesure où si vous parcourez le Pacte pour l'avenir de 2024, dont je vous ai déjà mis un extrait, vous verrez qu'il y a de nombreuses références à l'importance de la représentation régionale équitable, à l'importance de l'interrégionalisme et à l'importance des organisations régionales dans des domaines comme le maintien de la paix. Mais ce qui rend fou, c'est qu'il existe encore très peu de projets concrets pour fonder cette coopération avec les organisations régionales, d'abord sur des bases légales claires, c'est quand même le minimum pour des juristes, et surtout sur des bases légales égalitaires. Et c'est pourtant une question de respect du principe de l'état de droit ou de l'institution de droit, comme je l'ai appelé dans mon cours de 2021-2022. Alors il y a, à mon avis, et je vais faire vite ici, 2 questions au moins qu'il faudrait traiter dans une nouvelle charte de l'ONRU s'il fallait fournir des bases légales claires et égalitaires à ces coopérations, qu'elles soient militaires, économiques ou environnementales ou autres, à l'avenir avec les organisations régionales. Premièrement, la question des compétences respectives entre États, confédérations régionales et ONRU. Il est essentiel d'articuler ces compétences clairement dans la future charte. La continuité politique de la réinstitution du même peuple par ces différentes institutions politiques, ici, prend tout son sens. Alors, différents principes, ensuite, pourront venir huiler cette répartition de compétences, mais il est essentiel de ne pas penser que l'on trouvera dans ces principes une solution à la répartition de compétences. Il faut d'abord répartir les compétences et ensuite éventuellement appliquer le principe de subsidiarité pour huiler cette répartition. Lorsque je lis parfois, par référence à une conception purement utilitariste de pure efficience économique, militaire ou technique, que le principe de subsidiarité pourrait résoudre tous ces problèmes, eh bien je ris doucement. Mais évidemment, c'est quelque chose de totalement typique dans un contexte très fonctionnel et très utilitariste qui est celui des organisations internationales universelles. Donc on ne peut pas penser que le principe de subsidiarité pourra résoudre quoi que ce soit s'il n'est pas pensé comme un principe fédéral et articulé par conséquent à une répartition des compétences. Deuxième point sur lequel nous, juristes, nous avons vraiment besoin de clarté en matière de coopération de l'ONRU avec les organisations régionales à l'avenir, c'est la responsabilité en cas de violation du droit international. Ici, il me semble, j'ai développé cet argument ailleurs, en matière de responsabilité diligente, concurrente, voire partagée entre États et organisations internationales, qu'il y a déjà un régime de responsabilité concurrente naissant que nous pourrions inscrire et développer au sein de l'ONRU. À partir du moment où des États, des confédérations régionales et l'ONRU agissent ensemble, mènent des opérations, des coopérations militaires, économiques ou environnementales ensemble, à mon avis, en effet, cela fonde une obligation de respecter ensemble le droit international, y compris des droits de l'homme, et d'organiser une responsabilité en cas de violation du droit international. Et comme je l'ai expliqué ailleurs, le fait d'organiser ensemble la coopération fonde alors une responsabilité solidaire ou conjointe entre ces différentes institutions publiques des mêmes peuples au profit des personnes lésées.
continuer, comme c'est le cas maintenant, en cas d'opération conjointe d'un État, d'une organisation régionale et de l'ONU, à prétendre que nous ne savons pas à qui revient la responsabilité, à mon avis, n'est plus tenable. Et donc il est essentiel d'organiser cette responsabilité solidaire ou conjointe fondée sur l'organisation commune dans la future organisation des Nations et Régions Unies. Alors en conclusion, le cours de cette année aura été consacré, et je vous l'ai rappelé ce matin, à la manière dont nous pourrions à l'avenir construire un monde des régions. Un monde par et pour un droit international universalisé dans la régionalité. Et ce, en lieu et place de la jungle des États-empires régionaux ou encore des organisations régionales empires, dont l'ordre institutionnel d'après-guerre, et notamment l'Organisation des Nations Unies, par leur négligence ou par leur soumission ou par leur inégalité de traitement des régions, n'ont pas su prévenir l'émergence. Il revient désormais, je l'ai dit, aux diplomates, mais aussi à nous et à vous, toutes et tous, chères auditrices et chers auditeurs, de jouer. L'an prochain, mon cours portera sur le thème souveraineté. Souveraineté avec un S, et donc j'espère que Plantu me pardonnera d'avoir ajouté un S à son dessin. Je vous laisserai réfléchir jusqu'à l'année prochaine à pourquoi ce dessin ne peut pas être un bon dessin d'un point de vue juridique et normatif sans porter un S en droit international. Pourquoi souveraineté ? Eh bien, c'est un thème sur lequel, vous l'avez entendu, je suis revenu régulièrement dans mes cours, année après année, et c'est un thème qui mérite, à mon avis, un traitement complet. Ne serait-ce qu'au vu de son actualité en Palestine, en Ukraine, à Hong Kong, à Taïwan, au Groenland ou au Panama, ainsi que des curieuses revendications de puissance ou d'indépendance qui se font désormais jour sous la bannière de la souveraineté. Qui n'a pas entendu parler de souveraineté économique, énergétique, alimentaire, sanitaire, stratégique, numérique ou encore scientifique, comme l'a encore rappelé l'étude annuelle du Conseil d'État français de 2024 qui était consacrée à la souveraineté. Plus généralement, me semble-t-il, les rapports entre droit international et souveraineté, qui sont constamment opposés l'une à l'autre, demeurent profondément mal compris dans l'opinion publique, et il est important maintenant, plus que jamais, d'y remédier. En fait, le cours de l'an prochain sera mon dernier cours avant une année de décharge d'enseignement en 2026-27, une année que je consacrerai à la préparation de mon cours général à l'Académie de droit international de La Haye. Il me semble donc important de terminer ce qui sera ma première série de 6 cours au Collège de France sur un grand principe de droit international général moderne. La souveraineté est un principe dont l'interprétation, et vous l'aurez saisi cette année, n'a finalement, et c'est quand même choquant, que très peu évolué depuis Aimère de Vattel, et qu'il est d'autant plus urgent de soumettre à une critique comparatiste et normative. Mais le programme de cette année n'est pas encore terminé, et il reste encore 2 séminaires. Cet après-midi, le séminaire du professeur Pierre Dargent de Louvain nous ramènera à l'Union européenne et à ce que son statut d'ordre juridique sui generis lui permet de faire au droit international. Et demain après-midi, dans le tout dernier séminaire, la docteure Janina Barchold de la Humboldt à Berlin reviendra sur la question de la place du droit international régional et notamment de ces mystérieuses règles secondaires non écrites du droit européen en droit international universel. Alors, comme toujours, j'aimerais vous remercier de votre attention bienveillante. Je vous souhaite, comme toujours, un très bon appétit parce que le droit international, ça creuse, et surtout le droit international de ce matin. Et je vous dis à cet après-midi, peut-être, ou à demain pour le tout dernier séminaire, et puis sinon, avec grand plaisir, à l'année prochaine pour parler de souveraineté avec un S. Merci.